ma présentation va être plus proche de mon métier. Donc, je suis sociologue et je m'intéresse au futur. Dans mes livres, dans nos travaux, nous essayons de comprendre ce qui va peut-être se passer dans les années qui viennent. Je vais donc essayer de vous raconter un futur possible, et à l'intérieur de ce futur possible, j'ai le sentiment que nous allons vers un monde que j'appelle l'allégeance rebelle. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'allégeance rebelle. Mais d'abord, quelles sont les possibilités du futur? Qu'est-ce qui va peut-être se passer dans nos 20 prochaines années? Quelle écriture pouvons-nous imaginer? Et Luc, romancier, écrivain, va peut-être justement pouvoir s'inspirer de ces éléments. Et donc il va falloir inventer des moyens de navigation, inventer des éléments pour explorer le futur et voir ce que ça peut faire pour nous. Donc, le grand problème d'aujourd'hui, c'est que nous avons surtout des questions. Nous ne savons pas où aller dans un monde qui change tout le temps, dans un monde qui est très bousculé. On ne sait pas très bien quoi chercher. Qu'est-ce qui est intéressant à faire et à rechercher? Et puis surtout, et en particulier, vous, votre génération, et c'est vrai dans le monde entier, et comme on disait tout à l'heure, je voyage beaucoup dans le monde entier et je fais des enquêtes auprès des jeunes de votre génération. Et l'idée, c'est à quoi ça sert tout ça? Quel est le sens des choses d'aujourd'hui? Et aujourd'hui, pour trouver du sens, on cherche des sensations. Il y a à la fois une recherche intellectuelle, une recherche émotionnelle du futur, et puis il y a une recherche physique, concrète, pour essayer de savoir où on en est. Ce qui est le plus frappant depuis quelques années, c'est ce besoin de ressentir, ce besoin de palpation. Il faut toucher les choses, il faut sentir les choses. Nous avons tous nos instruments, nos téléphones, on touche l'écran, on essaie de sentir, de ressentir l'écran, un petit peu comme des objets personnels, un petit peu comme le doudou des enfants. Et donc, on va pouvoir peut-être comprendre le monde en sollicitant nos sens de plus en plus. Et puis aujourd'hui, les sens, c'est une chose, mais on voit bien, on est dans une sorte de logique d'escalade. On veut de plus en plus de sensations. On veut goûter à toutes les expériences. On veut connaître toutes les expériences physiques, sensuelles, sexuelles, gastronomiques, de voyage. Sans arrêt, l'enfant qui est en nous est à la recherche de ces éléments pour ce qu'on appelle le wow factor. C'est en avoir plein les yeux pour comprendre. Et le monde d'aujourd'hui nous propose des sensations de plus en plus intenses. Il y a quelques années, la société Airbus et Boeing avaient imaginé construire des avions qui nous donneraient l'impression d'être des oiseaux qui volent
dans le ciel. Ce n'est pas encore réalisé, mais ça fait partie des projets. On imagine également que le monde de demain sera de plus en plus un monde de ville. Peut-être 80%, 90% de la population humaine vivra dans des villes. Que seront ces villes? Vous avez peut-être vu le film Le Cinquième élément, qui nous promet des taxis volants, mais que l'on trouve évidemment dans beaucoup de films de science-fiction, dans Blade Runner aussi bien, et puis de plus en plus aujourd'hui, on nous annonce des taxis drones. On va voler dans les villes. Ou pas. Peut-être que justement, c'est toutes nos interrogations, peut-être que ça ne sera pas la ville, le futur, mais le retour à la campagne. Et avec le Covid, on voyait de plus en plus d'habitants des grandes villes désirer repartir à la campagne. Et les sensations que nous évoquons, on les voit de plus en plus dans la provocation. Cette jeune femme ici boit un verre de vin rouge alors qu'elle est enceinte et que son médecin le lui interdit. Mais il faut éprouver des sensations. Ou encore, des sensations de plus en plus égocentrées, où ce charmant monsieur est totalement indifférent au regard que nous portons. Provocation. Il y a partout de la provocation de ce genre. Mais peut-être, et c'est ça, la vocation du monde de demain, à côté de cette provocation, il y aura peut-être des réconciliations. Peut-être qu'on va arriver à trouver des modus vivendi, des rapports avec les gens qui font qu'on pourra s'asseoir autour de la table d'une façon apaisée, ou peut-être s'inspirer de ce que font les Africains autour de l'arbre à palabre. Ou peut-être encore, vous avez sûrement vu le film Avatar. À la fin du film Avatar, la déesse mère retrouve tous les gens autour d'elle dans une connexion de plus en plus approfondie. On va voir ce que ça peut avoir comme sens quand tout à l'heure, Luc nous parlait des îles et des connexions, des éléments pour le futur. Et puis les générations. Est-ce qu'on va pouvoir réconcilier les générations? Est-ce que cette grand-mère, c'est ça, Harley Davidson, est le signe du futur? Parce que l'intergénérationnel, la relation entre les générations, est de plus en plus sollicitée, de plus en plus importante. Et pourtant, on est dans un monde dangereux. On porte moins les masques qu'aujourd'hui, mais qui sait si dans quelques mois la pandémie va revenir. La violence est partout, sans parler de l'Ukraine ou de la tuerie au Texas d'il y a 2 jours. Le monde est très anxiogène. Il faut avoir conscience que notre futur est là. Sauf que, encore une fois, ce mouvement permanent de balancier entre l'espoir et le désespoir va peut-être être soutenu par la technologie. Peut-être que anthropotechnique, c'est-à-dire anthropos l'homme, et technique, la technologie, vont se marier d'une façon positive. Et peut-être, malgré les crises qui nous entourent, malgré les menaces de Poutine et de la bombe atomique, malgré le réchauffement climatique, malgré les nouvelles crises, eh bien, il faut, malgré cela, alors que nous sommes peut-être au bord de l'abîme, il faut espérer en une technologie bienveillante. Au bord de l'abîme,
film, c'était donc la fiction. L'image que vous avez là, c'est l'image d'un roman qui s'appelait La Route. Il y a eu un film, c'était la fin du monde. Le père et son fils traversaient l'Amérique du Nord à la recherche d'une solution, et que peut-être justement, cette solution va se trouver dans ce que j'appelle une technologie bienveillante. Peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir. Mais le monde d'aujourd'hui, vous connaissez peut-être le concept de pharmaco. Le pharmaco, les anciens Grecs disaient que tout est à la fois poison et remède. Et peut-être que nos écrans sont des poisons et des remèdes, et qui peuvent nous aider à nous en sortir mieux. Seulement, voilà, on va se balancer entre un cauchemar possible du monde ou un monde rêvé. Alors, est-ce que les philanthropes vont nous sauver? Est-ce que la bienveillance des Bill Gates ou autres Croix-Rouge peut nous aider à sortir de ce monde difficile? Est-ce que la technique peut s'hybrider avec la nature? Est-ce qu'on peut être inspiré par ce que nous apporte la nature pour la transformer et en faire quelque chose de positif? Et pour ça, il faut un peu d'utopie. Vous voyez, c'est intéressant, on commence à voir que dans ce projet d'un architecte qui s'appelle Vincent Calbeau, c'est un projet d'île, c'est le projet d'une île utopique, et qui est pas encore construite, mais qui peut le devenir. Et pour cela, il faut des récits. Et pour cela, il faut des nouvelles mythologies. Il faut qu'on se raconte des choses. Alors, ce sont des écrivains comme Luc qui nous racontent les mondes qui viennent. C'est Hollywood et les films. C'est tout un univers qu'il faut créer en se méfiant de la nostalgie. On voit aujourd'hui beaucoup de politiques populistes qui nous disent c'était mieux avant, tout était mieux avant. C'est évidemment beaucoup trop dangereux. Le futur, il arrive et il faut se préparer à ce changement. Seulement, ce changement, il va passer par justement ce que j'appelle l'allégeance rebelle. L'allégeance rebelle, ça veut dire d'abord l'allégeance. L'allégeance, ça veut dire qu'on est obligé de reconnaître qu'il y a des choses plus fortes que nous. Autrefois, les ducs faisaient allégeance au roi. Les paysans faisaient allégeance à leur seigneur propriétaire. Aujourd'hui, nous devons faire allégeance au réchauffement climatique. Nous devons faire allégeance à la puissance guerrière des armées qui agressent. Évidemment, il y a l'Ukraine, mais il y a la guerre beaucoup encore. Mais à l'intérieur de cette acceptation de la puissance, il faut se rebeller. Et on va voir comment c'est possible. D'abord, il faut reconnaître que le passé, c'est intéressant. Le passé nous apprend des choses. Cette photographie que j'ai prise à Shanghai montre Confucius. Est-ce que Confucius est en train de se noyer dans la piscine et d'être oublié? Ou au contraire, est-ce qu'il est en train de surgir à nouveau pour réinspirer le Parti communiste chinois? Ce sont des questions très fortes en ce moment. Le monde bascule en permanence. Comme je le disais tout à l'heure, je voyage beaucoup et par exemple en ce moment, on apprend beaucoup de choses en Afrique. Alors à cause du Covid, je n'ai pas pu y retourner cette année, mais on voit bien qu'il y a des sources d'inspiration très fortes dans les traditions. Alors, la grande question, évidemment,
elle est, est-ce que nous allons vers une renaissance? Est-ce qu'on va pouvoir sauver le monde qui est en difficulté aujourd'hui? Est-ce qu'on va pouvoir le réenchanter précisément en faisant se croiser la nature et la culture, l'homme et les plantes, l'amour des arbres? Cette réconciliation, je pense que c'est votre génération qui va être susceptible de l'apporter. C'est pour ça que c'est si important d'être à l'écoute d'une première promesse. C'est le rééquilibrage entre les forces du masculin et les forces du féminin. Et ça, c'est dans la tradition très ancienne des taoïstes, du yin et du yang, l'équilibre entre le masculin et le féminin. Parce qu'aujourd'hui, les fractures du monde sont profondes. Et comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de ces fractures? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Les sources d'inspiration, c'est à la fois être agile, c'est peut-être surfer sur les vagues, parce que ça ne sert à rien de prendre la vague de front, il faut rentrer dans l'énergie de la vague, il faut oser la rupture, il faut être malin. Et Machiavel nous a appris comment être malin, mais on n'est pas forcément obligé d'être des bandits pour être malin. Il faut s'inspirer. Et pour s'inspirer, ce qui compte, c'est vous-même, c'est l'artiste qui est en vous. Même si vous n'êtes pas forcément musicien, peintre, etc., nous avons en chacun d'entre nous une dimension artistique. C'est celle-là, cette dimension-là, qui va créer des sutures quand le monde est fracturé en permanence. Et je reprends l'idée de l'art traditionnel africain, qui ont toujours su recycler les choses, réparer le vivant, recréer quelque chose à partir du vivant. Et donc l'artiste, et vous, en tant qu'artiste, avez la possibilité de féconder le monde. Vous pouvez être du côté d'Apollon, dans la mesure organisatrice, sereine, ou du côté de Dionysos, dans cette démesure pachique. Mais là, ce sont deux sources d'inspiration essentielles qui fait que la vie qui est devant vous peut être une nouvelle aventure. Et pourquoi pas devenir une île? Et c'est ça qui nous a passionnés et qui nous passionne. Nous venons ici en Sicile ou dans tous les voyages dans les îles. Parce que l'île, comme le disait Luc, c'est un concentré du monde. Et c'est dans l'île que l'on apprend à lire le monde et son avenir, avec tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y développe. Peut-être que toute île est une île de pirates, toute île est une île exotique, érotique, dans laquelle il se passe des aventures formidables. L'île est peut-être un navire, comme je le montrais avec l'île flottante de tout à l'heure, ou les projets d'île. Ces projets d'île qui fait que l'île, c'est une sorte de mobilité immobile qui se déplace sans arrêt à travers le monde, et nous allons nous-mêmes, quand nous allons dans les îles, nous inspirer de ces sources. Mais l'île est aussi un théâtre. Alors il y a des plus ou moins bons théâtres. J'ai pris l'exemple de Ibiza, qui est une sorte de faux théâtre de fête. Mais il y a des îles d'une profonde authenticité qu'il faut aller rechercher. Bien sûr, Luc le soulignait bien tout à l'heure, l'île est à la fois un enfermement et une ouverture. C'est ce mouvement de balancier qui correspond bien au mouvement d'aujourd'hui dont je parlais tout à l'heure, entre un monde cruel et un monde apaisé. Et au fond, profondément, l'île est une aventure. Et c'est cette aventure-là qui nous inspire et qui nous promet un certain nombre de choses. Et d'ailleurs,
toutes ces îles dont nous parlons aujourd'hui sont des îles rebelles. En ce moment, Taïwan se rebelle contre le pouvoir chinois. Toutes les îles comme la Corse en France, pleines de manifestations. Toutes ces îles sont vraiment les lieux où le monde s'exacerbe, s'amplifie. Il y a évidemment comme exemple, à côté d'ici, l'Etna, qui montre bien, symboliquement, comment au cœur de l'île, il y a cette énergie. Et puis il y a cette énergie ici, en Sicile, qui est se concentrer du monde avec toutes les cultures qui sont venues l'enrichir et lui donner sa dimension. Et si bien que, je termine là-dessus, ce qui nous fascine dans la Sicile, c'est cette idée que c'est à chaque fois un nouveau défi pour revenir ici. Voilà ce que je voulais vous dire.